Donc nous allons rentrer plus dans le détail des propositions de cette 5e partie, qui est brève, mais d'une densité absolument extraordinaire. Probablement Spinoza l'aurait réécrite s'il avait eu le temps de le faire. Donc c'est à la fois un grand texte, en même temps un texte éminemment elliptique, parce qu'on peut penser qu'il aurait approfondi ses réflexions. Le livre est étonnamment plus bref, nettement plus bref que les précédents, alors que c'est le plus important, puisqu'il s'agit de la liberté, puisqu'il s'agit de la béatitude, etc. Alors on va donc éliminer les premières propositions, puisqu'au fond on les a indirectement commentées la semaine dernière. Si vous voulez qu'on y revienne, on le fera, bien sûr. Et je vais démarrer avec la proposition 14, donc, qui était prévue pour ce jour, qui ouvre un petit peu cette partie du 5e livre de l'éthique que nous allons commenter. L'âme peut faire en sorte que toutes les affections du corps, c'est-à-dire toutes les images des choses, se rapportent à l'idée de Dieu. Une proposition évidemment absolument essentielle, qui mérite un commentaire très précis. Elle peut faire en sorte, ça veut dire elle ne le fait pas systématiquement. La plupart du temps, l'âme ne comprend pas les affections qu'elle subit. Elle est dans le premier genre de connaissance, donc elle confond, je dirais, l'intérieur et l'extérieur en quelque sorte, le dedans et le dehors. Alors qu'elle est en rapport avec les modifications du corps, elle croit que ces modifications sont la traduction d'une réalité extérieure. Encore une fois, je vois l'effet du soleil sur ma rétine et je pense que cet effet, c'est la réalité même du soleil, et je me trompe sur la dimension du soleil, c'est l'exemple qui est souvent pris par Spinoza. Donc, l'âme peut faire en sorte, ça veut dire que par un travail considérable sur elle-même, par une analyse, effectivement, de ses affections, et c'est ce qui a été dit dans les propositions précédentes, que je n'ai pas commenté directement, mais qui, encore une fois, sont un rappel de ce qu'on avait vu au livre 3 et au livre 4. Il s'agit d'analyser les affections, de les comprendre en tant que telles, de comprendre, effectivement, quels sont des effets sur mon corps et donc sur mon âme, puisque les deux dimensions sont inséparables et sont en corrélation permanente, elles ne sont que deux manifestations d'une même et unique réalité. Donc je perçois toutes ces transformations qui se déroulent en permanence dans mon corps et dans mon âme, que je subis, d'où le mot d'affection, d'où le mot de passion. On est dans la passivité là, on est agi par quelque chose qui nous entoure, mais dès que la façon dont je suis agi devient claire, dès que je comprends comment je suis agi par les choses qui m'entourent, je sors de la passivité. Il n'y a que par l'intelligence et la compréhension que je peux sortir de la passivité. Donc tant que je n'ai pas saisi ce que sont véritablement les affections ou les passions, tant que je n'ai pas compris que ce à quoi j'ai affaire, au fond, ça n'est pas tant le monde extérieur, que les modifications que ce monde extérieur a sur ma propre entité. C'est à cela que j'ai prise directement. En ce sens, bien évidemment, Spinoza est l'héritier de Descartes. Il est l'héritier de Descartes dans la mesure où, à travers les belles démonstrations concernant le cogito, Descartes avait compris que, effectivement, le monde sensible, ce que Platon aurait appelé 2000 ans auparavant le monde sensible, n'est pas un monde extérieur, c'est une réalité interne. C'est une réalité interne qui est produite en moi par des objets que la science, deuxième genre de connaissance, a à rechercher. Elle a à se lancer dans l'investigation du monde objectif. Le monde subjectif, ce sont les effets que produisent en moi les réalités objectives, et le monde objectif n'est pas du tout le monde apparent. Il n'est pas du tout le monde que je vois, que j'entends, que je ressens. Ça, c'est un monde interne, en réalité, qui m'est propre et qui est sans doute un peu différent pour chacun d'entre nous, même s'il y a évidemment beaucoup de points communs, parce que nos corps sont assez semblables et que nous sommes composés à peu près de la même façon. Mais il y a malgré tout des différences, des micro-différences, ou parfois des différences plus importantes dans nos perceptions, dans notre ressenti. Mais il faut la belle entreprise qui s'appelle la science pour que l'individu sorte de lui-même et qu'il aille explorer un monde qui n'est pas du tout celui auquel il est habitué, qui n'est pas du tout le monde familier.
c'est-à-dire le monde des longueurs d'onde, le monde des atomes, un monde qui n'est plus du tout le monde que nous connaissons et dans lequel nous vivons, parce que le monde dans lequel nous connaissons et dans lequel nous vivons, c'est le monde sensible, c'est le monde apparent. Descartes avait bien montré que pour notre survie, et Spinoza en est d'accord, il faut que je prenne au sérieux ces messages, même si objectivement ils sont inexacts. J'ai intérêt à retirer ma main quand j'approche de quelque chose qui semble brûlant, sinon je finis aux urgences de l'hôpital, et si j'ai fait de la physique, je sais que cette chaleur n'a pas de réalité objective, c'est une agitation moléculaire, purement et simplement. Mais j'ai intérêt à prendre au sérieux les messages de mon corps pour survivre, tout simplement. La nature est entre guillemets bien faite, donc Dieu ou la nature ont fait en sorte que je reçoive non pas des informations, parce que ce ne sont pas des informations au sens strict du terme, mais que je reçoive des messages, des alertes, qui me permettent de m'orienter dans le monde. Donc ça, c'est la dimension empirique, elle est utile, elle a sa place, elle est même nécessaire. J'ai besoin de tous ces messages pour me maintenir dans l'existence. Mais le propre de la science, c'est qu'elle met entre parenthèses, en quelque sorte, ces conditions de survie. La science objective se désintéresse, au fond. L'objectivité est un discours qui met entre parenthèses l'impératif de survie. Je regarde les choses telles qu'elles sont, que ça me soit utile ou inutile, que ça me soit bénéfique ou maléfique. La science n'a pas à me faire plaisir, elle n'a pas à me caresser dans le sens du poil, elle n'a pas à m'envoyer des messages qui me réjouissent, elle fait souvent tout le contraire. La science a perturbé la façon dont nous vivions dans le monde et dont nous trouvions un sens à tout ce qui nous entoure. Elle a un rôle éminemment destructeur, ça c'est Nietzsche qui le montrera au XIXe siècle. C'est Nietzsche qui rappellera avec beaucoup de bon sens ce que peu de philosophes avaient dit avant lui, peut-être un petit peu Kant, mais dans une autre perspective. La science détruit au moins autant qu'elle construit. La science détruit nos illusions, détruit ce à quoi nous avons cru depuis la nuit des temps, les réalités sensibles qui nous entourent, les impressions que nous avons. C'est une formidable machine à détruire, la science. D'où le choc de civilisation qu'elle produit, d'où les réactions, les résistances qu'elle entraîne, inévitablement. Les fameuses blessures narcissiques dont parlera Sigmund Freud au début du XXe siècle. Je croyais être important, je croyais être au centre de l'univers. Toutes mes croyances qui me rassuraient, qui me donnaient une impression d'importance, qui me donnaient une impression de puissance, tout ça a été balayé par les avancées de la science. Donc, l'âme peut faire en sorte, encore une fois, c'est un possible qui lui est offert de par son intelligence. Elle ne le fait pas nécessairement, la plupart du temps elle ne le fait pas, mais elle peut faire en sorte que les affections du corps, c'est-à-dire les images des choses, très intéressant, c'est exactement ce que nous voulons dire, les affections du corps sont les images des choses en nous, les images que produisent en nous les choses, la réalité objective. Une longueur d'onde vient frapper ma rétine, elle produit une image dans ma conscience, en passant par mon cerveau, mais dans mon cerveau il n'y a pas d'image. C'est le corps-machine de Descartes. Elle produit à l'arrivée d'un processus très complexe que les savants ont à peu près décrypté. Elle produit une image. L'image, c'est le résultat de tout un processus physique, chimique, neurologique, etc. À l'arrivée, donc, j'ai une image, mais cette image n'a pas de réalité. Elle est l'effet des modifications entraînées dans mon corps et ensuite dans ma conscience par une réalité objective que je ne perçois pas directement et que les savants ont pour mission de découvrir, d'analyser avec des méthodes complexes d'observation, de mesure, d'expérimentation, etc., etc. C'est le deuxième genre de connaissance. Donc vous voyez qu'avec cette proposition 14, on peut très aisément décrire les deux premiers genres de connaissances. Premier genre de connaissance, la connaissance empirique, la connaissance par ouï-dire, comme dit Spinoza, faite de beaucoup d'illusions, d'anthropomorphisme, d'anthropocentrisme, qui a sa nécessité, parce que je vous ai fait remarquer à plusieurs reprises, et les commentateurs de Spinoza s'en étonnent trop peu, à mon goût,
Spinoza appelle ce monde de l'illusion un premier genre de connaissance. Donc il y a bien une connaissance dans ce premier genre. Bon, c'est une connaissance partielle, c'est une connaissance insuffisante, mais c'est en même temps une connaissance absolument nécessaire. Je prends un exemple que les phénoménologues ont souvent utilisé, comme Merleau-Ponty. Si je n'avais pas la perception illusoire de la couleur rouge, jamais je ne me serais lancé dans l'investigation qui m'a permis de découvrir les longueurs d'onde correspondant à cette couleur rouge. Une humanité de non-voyants n'aurait jamais découvert les longueurs d'onde. Pour arriver à l'idée de longueur d'onde, il faut d'abord faire l'expérience subjective de la couleur rouge et des autres couleurs, bien évidemment. Bon. C'est une expérience subjective, c'est-à-dire c'est en un sens une expérience illusoire, en même temps c'est le point de départ de l'investigation scientifique. On est un peu dans la caverne de Platon, si vous voulez. On voit défiler des ombres, et un jour on comprend que ces ombres ne sont que des ombres. Et on se retourne et on comprend d'où viennent ces ombres et quelle est la réalité objective qui est à l'origine de ces ombres. Donc on va remplacer l'image spinoziste par l'ombre platonicienne. Ça ne fausse pas du tout la signification de cela. Donc on a ces deux premiers genres de connaissances. On a ce monde des images. Encore une fois, le drame ou l'insuffisance. Il ne faut pas parler de drame parce qu'on a posé souvent la question, vous vous en souvenez, dans les cours précédents. Est-ce qu'il faut plaindre, au fond, celui qui ne quitte pas le premier genre de connaissance? Platon a posé magnifiquement cette question. Est-ce qu'il faut le plaindre? Peut-être pas, après tout. Est-ce qu'il faut plaindre l'enfant d'être dans l'état d'innocence qui est le sien? Non, au contraire, on a l'impression qu'il est plus heureux que nous. Nietzsche aussi a écrit de beaux textes là-dessus, sur l'innocence de l'animal ou de l'enfant, qui crée en nous une sorte de nostalgie. On regrette d'être sorti de cette innocence où on prenait les choses au premier degré, elle avait quelque chose d'agréable. Bon. Donc il ne faut pas nécessairement plaindre celui qui en reste au premier genre de connaissance. Simplement, vu du deuxième et du troisième genre de connaissance, le premier genre de connaissance apparaît comme un ensemble de fantasmes, d'illusions, d'erreurs, de mauvaises interprétations. Et là où évidemment les choses s'aggravent, c'est que je suis dans la servitude, bien évidemment, puisque je ne comprends pas ce qui m'arrive. Donc j'ai aucune chance de pouvoir avoir une action efficace sur le monde de mes images et de mes représentations et de mes affections et de mes passions. Je n'ai aucune chance d'avoir une action efficace tant que je ne les ai pas situées à leur véritable niveau, tant que je n'ai pas compris exactement ce qu'elles étaient. Donc le passage par le deuxième genre de connaissance est évidemment une condition sine qua non de libération. Il faut comprendre ce qu'est la réalité objective, le monde extérieur, ce qui se passe dans mon propre corps, et puis ensuite ce qui se passe aussi dans ma conscience. Et lorsque j'ai une vision claire, adéquate, pour employer le jargon spinoziste de tout cela, eh bien je sors de la servitude, je comprends ce qui se passe en moi, et du même coup je peux corriger un certain nombre d'éléments qui me semblent négatifs. Je peux sortir de la passivité. L'idée clé chez Spinoza, vous l'avez compris depuis longtemps, c'est l'opposition de l'activité et de la passivité. Bon. Ce qui est mauvais dans la passion, c'est quand elle est passive, c'est-à-dire quand elle m'amène à subir, quand elle diminue ma puissance. Bon. Ce qui me caractérise pour Spinoza, c'est ma puissance, c'est mon conatus. Bon. Je suis une parcelle de Dieu. Dieu, il est intelligence, il est volonté, mais il est avant tout puissance. Ce qui est une définition assez originale, au fond, du divin ou de la nature. La nature, c'est une puissance de manifestation. On a presque envie de dire que c'est une énergie. Donc on se retrouve assez proche des conceptions aussi bien du bouddhisme en Orient que de la physique quantique aujourd'hui. Il y a une sorte d'énergie, de force extraordinaire dont nous n'avons qu'une très vague idée et qui est peut-être irreprésentable au fond pour nous. Et nous n'en voyons que les manifestations, nous voyons ce qui émerge, ce qui résulte de cette gigantesque puissance. Mais cette puissance, elle est en nous aussi. Puisque nous sommes des parcelles de la nature ou des parcelles de Dieu, nous aussi nous sommes cette puissance. Et du même coup, nous souffrons quand, au lieu de manifester notre puissance, nous subissons une puissance plus grande que nous, soit celle des objets, soit celle des autres hommes qui m'entourent,
lorsque le rapport de force, si vous voulez, et Nietzsche sera un bon lecteur de Spinoza là-dessus, avec sa notion, même s'il l'a corrigé, même s'il l'a amendé, même si à la fin de sa vie il l'a abandonné, mais enfin il a quand même écrit des pages majeures sur ce qu'il appelait la volonté de puissance, qui a été très mal comprise d'ailleurs, bon, mais c'est un autre débat. Hein. Donc Nietzsche a bien compris cette dimension de Spinoza. Je suis fondamentalement un être qui veut affirmer sa puissance. Non pas sa domination. Hein, c'est là qu'on fait les mêmes contresens sur Spinoza et chez Nietzsche. Et chez Hobbes également. Bon, manifester ma puissance, ça peut être dominer l'autre, mais ce n'est pas nécessairement, et ce n'est même pas la voie prioritaire pour manifester ma puissance. Bon. Nietzsche ira encore plus loin, il verra dans la volonté de domination un signe de faiblesse. Là, il va plus loin encore que Spinoza et que ses prédécesseurs. Et ça, c'est une dimension qui est très peu commentée par les spécialistes de Nietzsche, à mon grand regret. Nietzsche dit noir sur blanc que celui qui rêve de dominer tous ceux qui sont autour de lui est un faible. Et il a raison. Il est un faible, puisqu'il va essayer de les battre sur leur propre terrain. Donc il n'est pas le maître, il ne dispose pas de critères personnels. Hein, j'ai mis ce matin sur mon site internet, comme tous les matins, une citation d'Emerson, qui est un penseur américain que Nietzsche a découvert et pour laquelle il a éprouvé une sorte de fascination, qui est un grand individualiste. Emerson, dans la petite citation que j'ai mise ce matin sur mon site, dit que le propre de l'être humain, c'est d'affirmer son originalité, sa spécificité, d'être un être unique. Et c'est des textes qui ont évidemment séduit complètement Frédéric Nietzsche. Donc, ma puissance, c'est pas fondamentalement une volonté de domination, de hiérarchie, de vouloir me poser en haut d'une chaîne hiérarchique pour écraser tous ceux qui sont en dessous. C'est manifeste. Pardon ? C'est comme ça, on se tutoie. Ah ben, c'est complètement. Mais complètement. Hein, c'est d'où la formule dont Nietzsche avait fait sa devise de Pindar, qui est magnifique, deviens celui que tu es. Hein. Je suis puissant quand j'affirme ma spécificité au sein de la nature. Et affirmer sa spécificité, c'est là aussi il y a un flot de contresens dans lesquels généralement on sombre allègrement. Ça n'est pas l'affirmer contre le reste de la nature, contre les autres et contre le reste du monde, puisque je fais partie intégrante de cette nature. Hein, bon, et que la nature m'a voulu tel que je suis, différent des autres. Hein, et donc en affirmant ma spécificité, je dirais, la nature se réjouit, entre guillemets bien sûr. Hein, c'est un langage très anthropomorphique que Spinoza dénoncerait, mais il emploie lui-même de temps en temps ce langage, il est commode, il nous parle davantage, il faut ensuite s'en méfier bien sûr et le rejeter dans un deuxième temps, mais au départ on peut l'adopter. Donc la nature se réjouit. Il emploie le terme de volonté d'agir souvent, qui me paraît plus juste que la volonté de puissance. Il a abandonné la volonté d'agir pour parler de volonté de puissance, oui. Ce qui a provoqué des contresens permanents. La volonté d'agir, ça correspondait au conatus. C'est tout à fait exact. Et d'ailleurs, je pense que c'est la raison pour laquelle ensuite, malheureusement, la vie ne lui a pas laissé le temps. Hein. Il avait renoncé en 1888, Nietzsche avait renoncé définitivement, hein, d'où le scandale du livre composé par la sœur de Nietzsche, quoi, qui est une monstruosité. Hein. Nietzsche avait totalement renoncé, son projet n'était plus du tout d'écrire un livre qui se serait appelé La volonté de puissance. Donc vous avez tout à fait raison, moi je vous donne entièrement raison. Hein. Il vaudrait mieux parler effectivement de volonté d'agir, et à la limite il vaudrait mieux parler de conatus. Oui, non, mais il a utilisé. Non, il est un peu fluctuant dans les 2-3 dernières années, mais à la fin, il y a un texte qui est magnifique, je vous l'ai déjà dit souvent, c'est Le Crépuscule des idoles. Moi je crois que c'est le plus beau texte peut-être que Nietzsche ait jamais écrit. Très curieusement, il est à quelques mois de l'effondrement final. Son cerveau est presque détruit et il écrit un livre absolument sublime, transparent, clair, où il ne s'est jamais aussi bien exprimé de sa vie. Et si vous lisez La volonté de puissance, vous verrez qu'il n'est jamais, le Crépuscule des idoles, pardon, lapsus regrettable, vous verrez qu'il n'est jamais question de volonté de puissance, jamais dans le Crépuscule des idoles. Il est question de différence, il est question de passion de la distance. Le propre d'une époque forte des Nietzsche, c'est le pas. Bon. Alors si je reviens maintenant à Spinoza, je crois qu'on est dans la même logique. S'affirmer, agir, parce que bien évidemment, et c'est là que votre notion de volonté d'agir est extrêmement intéressante,
la puissance, une puissance qui n'agirait pas serait une pseudo-puissance. Hein, bon. Hegel a écrit de belles choses là-dessus au début du XIXe siècle. Qu'est-ce qu'une force qui n'agit pas, se demande Hegel. C'est un mot, c'est un son. Hein. Une force, je sais qu'il y a une force quand je vois un effet de cette force. Je sais qu'il y a une force gravitationnelle parce que je lâche mon stylo et qu'il tombe en direction du sol. Bon. Donc la force n'est compréhensible que par ses effets, elle se manifeste tout entière dans ses effets. Il y a moins, si vous voulez, la puissance, on dérive plus facilement quand on parle de puissance vers des concepts politiques et vers des concepts de domination. Hein, le puissant, le langage courant vous le dit, hein, les puissants de ce monde, hein, rejetés aujourd'hui par la Vox Populi, après avoir été adulés si longtemps, peut-être exagérément rejetés aujourd'hui, mais c'est un autre débat. Oui, de la puissance me fait dériver presque inévitablement vers une vision hiérarchique, politicienne, qui n'est pas du tout celle de Nietzsche, même si vous lisez mon livre, vous le verrez, le 5e scénario que je distingue est celui de la grande politique, c'est-à-dire une sorte de scénario catastrophe, où Nietzsche imagine des despotes, des tyrans, qui vont prendre l'humanité en main. Il ne s'est pas trop trompé, c'est un peu ce que le XXe siècle a commencé à mettre en scène, hein, malheureusement. Hein, les grands totalitarismes, hein, Staline, Hitler, et quelques autres, qui ont jamais dans l'histoire des individus n'ont eu autant de moyens de destruction et n'ont réussi à détruire des millions de leurs semblables, comme ça s'est produit au XXe siècle. Bon. Donc Nietzsche est intéressant, parce que même si je fais une lecture critique de la grande politique, je pense que Nietzsche est en train de s'égarer quand il parle de grande politique pour des raisons que je n'ai pas développées ici, mais en même temps il développe une prophétie extrêmement intéressante, puisqu'il ne s'est pas trompé. La grande politique, il ne faut peut-être pas en rêver, mais le XXe siècle l'a fait. Hein. Nietzsche en a rêvé, le XXe siècle l'a fait, pour paraphraser une pub bien connue. Hein. Bon. Donc, oui, c'est une dimension intéressante. Donc, je vous donne tout à fait raison. Hein. L'énergie qui est en moi, c'est une puissance d'agir. Et cette puissance d'agir, évidemment, elle est contrariée d'une certaine manière, inévitablement. D'où l'idée que seul Dieu est libre, puisqu'il ne rencontre rien qui peut limiter sa puissance. Hein. Bon. Être libre, c'est être indépendant. Hein. Être libre, c'est ne rien subir. Bon. Et seul Dieu est libre. Bon. Mais dans la mesure où je suis une parcelle de Dieu et que cette énergie divine est présente en moi, je suis capable de comprendre, de m'assimiler, toutes choses égales, bien sûr, avec beaucoup de modestie. Je ne dois jamais perdre de vue que je ne suis pas un empire dans un empire, que je suis une parcelle de la totalité. Mais Spinoza insiste toujours sur l'idée que j'ai un accès, au fond, à la fois à la compréhension, peut-être même au vécu, au fond, de cette puissance. Hein. Quand il va dire que nous sentons que nous sommes éternels, il renvoie à une sorte d'expérience vécue, hein, c'est-à-dire que je peux avoir accès en moi-même, d'une certaine manière, quand j'arrive au fameux 3e genre de connaissance, je peux avoir accès en moi-même à cette puissance divine qui m'habite d'une certaine manière, hein, et qui est encore une fois le contraire d'une puissance de domination. Qu'est-ce que Dieu pourrait dominer, puisqu'il est la totalité chez Spinoza? Et se dominer, ce serait se dominer lui-même. Hein. Donc Dieu est tout sauf un dominateur. C'est dans une vision dualiste que vous pouvez avoir un Dieu dominateur. Hein, bon, un Dieu qui domine une dimension qui lui est extérieure. On est dans un dualisme. Mais quand Dieu c'est la totalité, qu'est-ce que vous voulez qu'il domine Dieu? Il se domine lui. Ça n'a pas de sens. Hein, bon. Donc c'est pas un Dieu dominateur. C'est un Dieu qui manifeste sa puissance dans sa création, dans tout ce qui émerge de lui, et qui aime ce qui émerge de lui. Hein. Il y a cette dimension d'amour un peu troublante sur laquelle on viendra la semaine prochaine. Hein. Donc voilà cette proposition. Donc là, on peut faire en sorte que les affections du corps, c'est-à-dire les images des choses, se rapportent à l'idée de Dieu. Bon, là, on a presque déjà une définition du 3e genre de connaissance, c'est-à-dire ne jamais perdre de vue le lien d'un élément avec la totalité. Alors, on n'est peut-être pas très très loin de ce qu'on appelle aujourd'hui un savoir globalisant, holistique, même si
on a du mal à le définir. Spinoza veut dire, me semble-t-il, que j'ai à faire un effort permanent lorsque je suis devant une réalité partielle, y compris moi-même, pour relier cette réalité partielle à l'ensemble dont elle fait partie, et pour en voir une manifestation de la puissance qui habite cet ensemble, en quelque sorte. Et c'est là qu'apparaît le début de la libération, et qu'on va se débarrasser, comme il l'avait montré dans les livres précédents, et comme il va y insister ici, des idées au fond de bien et de mal. On va se débarrasser du jugement, et en particulier des jugements négatifs. Bon. Bien sûr que mon entendement est incapable de comprendre, et définitivement incapable de comprendre. Spinoza est parfaitement clair. Pourquoi dans la nature existe un personnage qui s'appelle Adolf Hitler, un événement qui s'appelle la Shoah. Bon, n'attendez pas de Spinoza ou de qui que ce soit une réponse à cette interrogation. Personne n'a et n'aura la réponse à cette question. Ce qui, attendez, je termine, ce qui importe, c'est, donc je prends un exemple extrême, volontairement, ça ne veut pas dire qu'il faut se réconcilier avec ces événements et ces monstruosités, ça veut dire qu'il faut d'une certaine manière faire naître en soi un état d'esprit qui m'amène à comprendre, et les stoïciens avaient dit des choses relativement proches, il faut, disait Épictète, vouloir les choses non pas comme tu le souhaites, mais comme elles arrivent. Vouloir les choses comme elles arrivent. Bon. Il ne s'agit pas de les accepter, il faut les vouloir comme elles arrivent. Elle est très forte, la formule d'Épictète, et elle est reprise par Nietzsche, carrément. La volonté de, c'est pas simplement une résignation ou une acceptation. Bon. Il faut que j'en arrive à vouloir que le réel soit ce qu'il est et ce qu'il a été. Bon, c'est évidemment, c'est très troublant d'un point de vue moral, je vous l'accorde totalement. Bon. Est-ce que je peux vouloir ce monde qui a produit les monstruosités qu'il a produites, etc. Bon, les Juifs, alors, disons, les victimes peut-être ont plus de difficultés encore que les... et encore, bon, des grands philosophes tels que Rousseau et d'autres ont montré que le bourreau est aussi passif et aussi dominé que la victime, d'une certaine manière, d'une autre façon. Mais tant qu'il y a cette relation bourreau-victime, c'est une relation où tout le monde est perdant, d'une certaine manière. Bon. Donc, il ne s'agit pas de gommer ou d'effacer ou d'édulcorer les interrogations morales. Bon. Mais il s'agit de se demander si, au fond, on ne peut pas avoir une perception métamorale du réel, ce que Nietzsche appellera au-delà du bien et du mal. Bon. Que la morale soit dans notre vie quotidienne, dans notre relation avec les autres, dans notre action, une dimension dont nous avons besoin. Spinoza, vous l'avez vu dans certains paragraphes, ne le conteste en aucune façon. Bon. J'ai besoin de morale pour éduquer l'enfant en particulier, pour l'amener à s'incorporer à la société, à ne pas satisfaire tous ses caprices, etc. Bon. Donc la morale est une dimension. Ceux qui ont essayé de la gommer totalement ont développé des discours un peu utopiques ou un peu illusoires. Certains ont essayé d'imaginer un monde qui pourrait se dispenser. Une morale sans obligation ni sanction, comme a dit un grand Français de la fin du 19e que Nietzsche qui s'était réclamé de Nietzsche. Bon. Mais on n'est pas très convaincu de tout ça. Je crois qu'il est plus raisonnable de considérer que la morale a une fonction, une valeur à un certain degré de la réalité. Allez-y. Justement, quand on arrive au deuxième genre, donc par définition, on relève la tête, on voit tout le magma qui est en bas, qui est tout finalement. Quand on a vu ça, pourquoi? D'ailleurs, quand vous parlez de la morale, c'est pas la morale, finalement, on a intérêt à ce que les gens qui sont comme Hitler retombent dans le magma. On a intérêt à aller... Parce que c'est notre survie qui en dépend. Donc c'est pas de la morale, c'est une nécessité. Et quand vous regardez de haut comme ça tout ce magma, quand vous avez compris que ce magma c'était Dieu, c'était nous, c'était comme la nature et tout, on a tout intérêt à retomber dans ce magma, mais en sachant qu'on fait partie de Dieu. Donc si vous voulez, on a intérêt à retomber en enfance finalement. Alors, c'est intéressant ce que vous dites. Bon, je ne suis pas en désaccord avec votre formulation. Bon, il faudrait peut-être la creuser, mais je ne suis pas en désaccord. Je vais reprendre un petit peu ce que vous venez de dire. Bon,
Premier élément dans ce que vous venez de dire qui est intéressant, qu'est-ce que c'est, quelle est la libération par rapport à cela? C'est que si je comprends comment fonctionne une réalité comme le nazisme et un personnage comme Hitler, et que j'ai le second genre de connaissances, en passant par la sociologie, l'histoire, l'économie, la psychologie, me permet de trouver une explication à ces phénomènes qui au départ semblent au-delà de toute rationalité, lorsque je comprends que c'est effectivement quelque chose qui a sa logique, en dehors de toute morale, mais qui a une chaîne causale qui fait qu'à un moment donné, il se produit dans le monde des événements, etc., et que ça fait partie, au fond, de la réalité. Il y a déjà une libération intellectuelle qui se produit. Par exemple, il y a une sorte de défascination par rapport au grand. Hegel, qui est très spinoziste, dira à une formule un peu amusante. Il dit, il n'y a pas de grand homme pour son valet de chambre. Bon, il voulait dire par là que celui qui, effectivement, voit le quotidien et voit que le grand homme, il est tout à fait comme nous, il a ses petites faiblesses, il a sa médiocrité. Bon, il n'a pas la même perception de la grandeur que ceux qui sont en distance, etc. Bon, c'est pas très loin de ce que nous sommes en train de dire. C'est quand je comprends, effectivement, que au fond, nous sommes tous d'une certaine manière coulés dans le même moule et que nous subissons tous les mêmes chaînes causales et les mêmes passions. Il y a déjà une sorte de libération par rapport à cela. Et donc, je crois qu'encore une fois, la réponse est toujours la même. Je vous la donne une fois de plus. Je me répète, j'en suis désolé, mais je ne peux pas faire autrement. Distinguons soigneusement le passé et l'avenir. Je veux dire quoi par là? Je veux dire que comprendre que Hitler fait partie de la nécessité de la nature, c'est pas vouloir Hitler demain. C'est au contraire parce que j'aurais compris et que les hommes auront compris dans leur majorité comment se met en place quelque chose comme le nazisme que nous l'éviterons au prochain siècle. Donc c'est encore une fois, approuver ce qui s'est passé n'est pas en vouloir la réitération, c'est vouloir avancer dans un monde où effectivement des événements se sont produits qui me semblent monstrueux, c'est-à-dire que je n'arrive pas à incorporer. J'ai l'impression, on retombe toujours sur la question du jugement, j'ai l'impression, mais c'est une impression dont il faut que je me méfie, que le monde aurait été meilleur sans ces événements et sans ces personnages. Mais au fond, pour qui est-ce que je me prends? Je suis en train de refaire un monde dans ma tête, d'améliorer la nature et d'imaginer de toutes pièces, c'est un fantasme psychologique, peut-être même un peu psychiatrique. Je suis en train de composer une réalité qui n'est pas la réalité qui a existé et que je juge supérieure à la réalité qui a existé. Donc il faut toujours en revenir là. Mais encore une fois, comprendre que ça fait partie du réel, ça n'est pas dire bravo Adolphe, continue, j'espère que tu auras des héritiers. Absolument pas. C'est précisément parce que j'ai compris grâce au deuxième genre de connaissances, et ensuite peut-être même au troisième, que ça fait partie, aussi incompréhensible que ça soit pour moi, du réel et de la totalité, que j'ai décrypté la façon dont ces réalités ont fonctionné, que je peux avoir un projet, et une vision politique, et Spinoza ne s'en prive pas, c'est un grand républicain, et il rêve d'une république parfaite, ou en tout cas dans laquelle chacun sera le plus libre possible, le plus instruit possible, donc il est déjà en ce sens presque un philosophe des Lumières, Spinoza. Et donc, encore une fois, ne confondons pas le passé et l'avenir. L'avenir, nous l'ignorons, et comprendre que la réalité qui est derrière nous, et c'est un peu le schéma que je vous ai fait circuler, que j'avais soumis à Marcel Canche, c'est ce passé, encore une fois, quelle que soit l'interprétation que j'en fasse, que je le considère comme aléatoire, il aurait peut-être pu être autre, mais là aussi c'est une pure construction d'esprit. Il aurait peut-être pu être autre, mais il a été ce qu'il a été, que vous le vouliez ou non. Les événements que nous jugeons monstrueux ou tragiques ou scandaleux font partie du réel. Il n'y a aucun autre réel que celui-là. Bon, alors vous pouvez sortir votre mouchoir, vous la monter, ou faire ce que vous voulez, ou aller mettre des cierges, c'est votre droit. Mais vous ne le changerez pas. Le réel contient ces éléments. Donc, appuyez-vous sur cette compréhension, ne changez pas cette réalité pour une autre qui serait un pur fantasme de votre imagination,
appuyez-vous sur cette réalité-là, et à partir de cette réalité-là, manifestez votre puissance et votre intelligence en aidant à construire un monde dans lequel, effectivement, les choses évolueront de façon différente. Voilà, moi je vois les choses aussi simplement que ça. L'essentiel est d'en tirer des leçons. L'histoire sera ça. L'histoire se nourrit du passé. Tout à fait. Le problème, c'est que malheureusement, même en tenant compte des éléments du passé, on ne tire pas justement suffisamment compte des leçons. C'est-à-dire les mêmes mécanismes, les mêmes causes pour produire les mêmes effets. On sait que ça peut se produire de toute façon, mais finalement, il y a une forme de passivité, d'indulgence ou de tolérance qui fait que malgré les leçons du passé, on n'en tire pas les conséquences. C'est pas suffisant. Alors, c'est intéressant ce que vous dites. C'est vrai que on a du mal effectivement à avoir une vision claire des enchaînements qui nous ont précédés. Et si on progressait sur ce plan-là, on serait sans doute plus méfiant, plus averti et plus agissant. C'est tout à fait exact. En même temps, il faut être aussi prudent sur l'idée un peu de réitération, parce que il n'est pas faux que les mêmes causes produisent les mêmes effets, mais on peut aussi affirmer avec beaucoup de vigueur que l'histoire ne se répète pas, et que les choses ne sont jamais identiques, même sauf si on est schopenhauerien, on pense que tout est toujours rien de nouveau sous le soleil. Mais si on n'est pas schopenhauerien, on pense que nous sommes devant des événements uniques et que c'est ce qui rend difficile effectivement de tirer des leçons. Bon, ceci étant dit, moi je pense que Spinoza nous invite effectivement à comprendre ce qui a existé et en tirer une puissance supérieure. On raisonne toujours en termes de puissance. Bon. De même que quand Hegel sera un très bon commentateur de Spinoza. Bon. Quand j'ai compris comment fonctionne la gravitation, je peux faire construire des objets volants qui ne contredisent pas la loi de gravitation. La preuve, c'est que de temps en temps, il y a un avion qui dégringole, pour donner raison à Newton ou à Galilée. Mais je n'avais aucune chance de jouer avec la loi de gravitation tant que je n'ai pas compris ce qu'était la loi de gravitation. Donc la compréhension des lois de la nature donne, et c'est ce qui est apparu aux hommes au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, la compréhension des lois de la nature me donne une marge de manœuvre. C'est uniquement quand je comprends comment fonctionnent les forces gravitationnelles, les forces électromagnétiques, que je suis capable de produire des engins, des instruments qui ne vont pas... Alors là, on a une vision parfois un peu simplette. Ceux qui ont une formation scientifique un peu limitée ont tendance parfois à imaginer que je m'oppose aux lois de la nature. Et non, je ne m'y oppose pas. Encore une fois, un avion est soumis à la loi de gravitation, mais il est soumis aussi à la force de réaction, etc. Et c'est ce que Newton a compris magnifiquement le premier. En recevant une pomme sur la tête, il a compris que la Lune tombait sur la Terre, mais que comme elle avait une force, une énergie cinétique, la résultante des forces faisait que si la Terre disparaissait, elle partirait en ligne droite vers les espaces infinis. Si elle arrêtait son mouvement, elle tomberait en ligne droite vers le centre de la Terre. Donc, résultante des forces, elle tourne, mais elle est soumise à ces deux forces. Donc, quand on a compris effectivement comment fonctionnent les lois de la nature, on a une sorte de jeu avec ces lois, sans jamais les contredire, parce que jamais on a contredit une seule loi de la nature. On ne peut pas désobéir aux lois de la nature. Personne n'a jamais désobéi à une seule loi de la nature. Sinon, la loi n'est pas la loi, et c'est qu'on s'est trompé et qu'il faut reformuler la loi. Donc, le propre de la loi, c'est qu'elle est impossible à transgresser. D'où l'ambiguïté du mot loi quand on en arrive aux lois juridiques et aux lois morales. Kant a fait des remarques magnifiques là-dessus. C'est quand même un peu ennuyeux que ce soit emparé de ce mot et qu'il ait cette ambiguïté, puisque d'un côté il désigne ce qu'on ne peut pas transgresser, les lois de la nature, et de l'autre il désigne ce qu'on passe notre temps à transgresser, les lois juridiques et les lois morales. C'est quand même un peu ennuyeux que le même mot désigne des réalités aussi profondément différentes, et Kant a tiré des remarques extraordinaires de cette ambiguïté. Donc voilà un petit peu comment les choses se passent ici. Alors je passe à la proposition 15. Qui se connaît lui-même et connaît ses affections clairement et distinctement, aime Dieu, et d'autant plus qu'il se connaît plus et qu'il connaît plus ses affections. Donc là, on a vraiment une idée de progression qui n'était pas tellement présente dans les livres précédents de l'éthique, l'idée d'une évolution,
de la pensée, de la conscience, de l'être humain. Il faut apprendre à se connaître de mieux en mieux. Et celui qui connaît donc ses affections, c'est-à-dire qui les comprend, qui les identifie, qui fait la part des choses entre ce qui est d'origine extérieure et ce qui se passe en lui-même, qui est capable de différencier tout cela, donc qui, grâce au deuxième genre de connaissance, comprend la réalité objective qui l'entoure, eh bien celui-là aime Dieu. Donc là, on est à la frontière du deuxième et du troisième genre de connaissance, c'est-à-dire que l'idée de Spinoza, c'est que, et cette idée, elle est d'une certaine manière un petit peu vérifiée, entre guillemets, même si une philosophie n'est jamais vérifiée au sens strict, mais elle est un petit peu vérifiée par les discours contenus depuis 2 ou 3 siècles, la plupart des savants. C'est-à-dire que mieux je comprends la nature, plus je découvre qu'elle a une sorte de perfection, qu'elle a une sorte de sens. Et là, on est dans un grand débat, si vous voulez, entre les tenants de ceux qui considèrent que la science a désenchanté le monde, célèbre formule du sociologue Max Weber, dans Le savant et le politique, au début du XXe siècle. Donc beaucoup ont considéré, Nietzsche en a fait un petit peu partie, mais ensuite il a corrigé cette perception, beaucoup ont considéré que la science était destructrice, comme on le disait tout à l'heure, au début du cours, et que tout ce que l'homme avait élaboré, tout le sens, toutes les significations qu'il avait trouvées au monde, à la nature, à lui-même, tout cela est battu en brèche. Et donc la science produit, et effectivement, elle a produit cela aussi, bien sûr, il ne faut pas le nier, il ne faut pas se le masquer. Elle a produit un sentiment d'absurdité. Les grandes philosophies de l'absurde, la littérature de l'absurde du XXe siècle, et, on le dit trop peu souvent, la conséquence de la science. Bien plus que la conséquence des événements, parce que les événements tragiques, on n'a pas entendu le XXe siècle pour en connaître. Pourquoi l'absurde apparaît au XXe siècle ? Parce que la science fait des pas de géant, et qu'on s'aperçoit que cette science me décrit un univers dans lequel ma vie n'a aucune signification, dans lequel j'aurais pu très bien, au fond, ne pas être là, etc., etc. Donc tous mes efforts, tous les efforts faits par moi et par mes prédécesseurs pour construire du sens, semblent menacés, semblent détruits. Donc vous avez un premier courant de pensée qui semble faire de la science une sorte de machine à détruire. Bon. Et puis vous avez un courant rationaliste et optimiste dont Spinoza est peut-être le plus grand représentant qui ait jamais existé, mais il aura des successeurs, qui considèrent au contraire que plus je comprends le monde, plus j'y découvre une sorte de perfection. Vous avez ça très nettement en astrophysique, je pense à Trinh Xuan Tuan qui a écrit La Mélodie secrète, qui est un livre superbe, et beaucoup d'autres livres. Nos astrophysiciens semblent considérer qu'on est dans un univers qui a vraiment un très haut degré de perfection, puisqu'il aurait suffi, c'est ce qu'on appelle le problème des conditions initiales en astrophysique, vous le savez, il aurait suffi que les paramètres physiques, électromagnétiques, etc., qui déterminent notre réel, soient un tout petit peu différents. Il suffit d'introduire une infime variation au moment du Big Bang, on en parlait tout à l'heure, pour que aucun système solaire n'apparaisse, pour que les étoiles ne se forment pas, donc pas d'étoiles, pas de planètes, donc pas de vie, donc pas d'intelligence, donc pas d'homme. Bon. Alors certains en ont tiré des conséquences théologiques un peu excessives et dangereuses. On n'est pas obligé d'en tirer des conséquences théologiques, ce qu'on appelait le principe anthropique. Mais il n'empêche, on peut quand même accorder aux astrophysiciens qu'il y a une sorte de perfection de cet univers. Mieux je le comprends, et il a fallu des siècles pour commencer à comprendre comment il fonctionne, plus je m'aperçois que c'est une machine, au fond, extrêmement bien huilée, qui est construite, entre guillemets, de telle façon qu'elle produit de la diversité, qu'elle produit une matière de plus en plus sophistiquée, qu'elle produit de la vie et qu'elle produit finalement de l'intelligence. Bon. Donc je crois que Spinoza serait heureux de trouver cette confirmation dans notre astrophysique contemporaine. Donc c'est ça l'idée d'aimer Dieu au fond, c'est-à-dire c'est l'idée, donc là vous avez vraiment un grand conflit entre ces deux conceptions qui ont sans doute chacune un peu leur part de vérité. Bon.
Mais je crois qu'il ne faut pas s'en tenir à la conception tragique, je dirais, de la connaissance. On a trop insisté sur cette conception tragique, pour de multiples raisons. Parce que la science nous a un peu effrayés, parce qu'elle a produit des objets techniques destructeurs, la bombe atomique et bien d'autres choses. Donc il y a eu une sorte de désespérance au XXe siècle en particulier. Les choses sont en train de se corriger un petit peu. Mais au XXe siècle, il y a eu cette désespérance, d'où les philosophies de l'absurde, encore une fois, qui ont une connotation un petit peu romantique. Nietzsche, dans la première ou seconde, je ne sais plus, de ses considérations inactuelles, donc texte de jeunesse, cite un texte de son prédécesseur Lessing, où Lessing dit, évoquant les découvertes de la science, le monde est devenu terrifiant, vide de sens, un ensemble de forces. Et Nietzsche dit que les jeunes générations fuient la science parce que donc c'est tout le mouvement romantique. On a peur de ce monde froid décrit par les savants dans lequel on ne se retrouve pas, et donc ça sera la bascule romantique. Après le rationalisme de la philosophie des Lumières, on basculera dans l'apologie de l'émotion, de la passion, de la poésie. Et au fond, les philosophies de l'absurde ont cette dimension, on ne le perçoit pas toujours, un peu romantique d'une certaine manière, parce qu'on met l'accent, encore une fois, sur le vide de sens que la science a largement contribué à produire. Mais je crois que n'oublions jamais l'autre dimension que Spinoza incarne magnifiquement. Il est vrai aussi que, en connaissant de mieux en mieux la nature, le corps, je prends un deuxième exemple qui est très connu, un photographe suédois dont on a beaucoup parlé il y a une vingtaine d'années, qui était très matérialiste et qui avait photographié pour la première fois l'évolution du fœtus, est devenu croyant. Il a été fasciné par cette évolution extraordinaire et il en a conclu, c'est son histoire, je ne la présente pas du tout en modèle, mais en tout cas voilà, ce sont des réalités qui existent. Ce photographe matérialiste et athée, photographiant le fœtus pendant des années et des années, a été fasciné par ce miracle de la transformation des cellules, l'apparition d'un corps organisé. Et donc on a la même chose un peu, ce que Trinh Xuan trouve au niveau de l'histoire de l'univers avec sa mélodie secrète, c'est que ce que ce photographe trouve en photographiant le fœtus, c'est que ce que d'autres trouvent en explorant l'ADN, voilà. C'est que certains écolos trouvent en explorant les écosystèmes, c'est l'équilibre, c'est un peu aussi la théorie de Gaïa, etc. Donc je crois qu'il est important de rappeler que même si la science a eu et a peut-être encore un petit peu cette puissance destructrice, même si on voit souvent dans la science quelque chose qui a détruit nos croyances, nos idéaux, qui nous a rendu la vie un peu plus difficile en ce sens, il y a aussi l'autre volet d'une connaissance qui nous réconcilie au fond. Donc c'est une vision plus rationaliste. Allez-y. On peut mettre aussi dans cette perspective-là un peu de perfection et d'amour, l'amour de l'art. Le fait d'aller maintenant, on va beaucoup plus vers l'art, on essaie aussi d'ouvrir les générations à l'art, de manière à produire un autre alors, c'est un autre domaine, mais on peut le relier. C'est un autre domaine. Moi, ce qui m'apparaît, puisque vous évoquez l'art, c'est que on est sorti vraiment très très largement de la période romantique où l'art s'insurgeait ou se positionnait contre la science et contre la connaissance. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Les artistes aujourd'hui sont des gens qui sont passionnés de science, de technologie. On est en train de mêler les technologies informatiques les plus pointues à la création esthétique. Donc, il est vrai qu'on est en train de changer d'époque. Vous avez tout à fait raison. J'avais vu, par exemple, présenter un morceau de S'il vous plaît.
deux peaux qui étaient en train de continuer à vivre, quoi, dans une sorte de boîte, quoi, en fait. Et alors, elles s'agrandissaient de jour en jour. D'accord. C'était... moi, je sais que j'avais été tellement surprise par cet aspect-là que je ne me le suis jamais vraiment expliqué. Tout à fait. Alors, deux choses par rapport à ce que vous venez de dire. J'avais visité il y a 2 ou 3 ans la superbe exposition qui s'intitulait « De l'Allemagne » au Louvre. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était vraiment une merveilleuse exposition. Et il y avait une salle entière de l'exposition où il était question de Goethe, mais pas seulement de Goethe, de tous ces savants et artistes allemands de la fin 18e, début 19e, qui étaient fascinés par l'ordre de la nature, par les formes de la nature. Bon. Et curieusement ou pas curieusement, avant-hier, je participais, parce que en tant qu'élu, je fais partie du conseil d'administration de l'école des Beaux-Arts de Toulon. Et cette école des Beaux-Arts est en train, comme toutes les écoles des Beaux-Arts de France, d'évoluer vers le master et vers des diplômes de plus en plus élevés. Et donc, il se donne des contenus de réflexion. Et le directeur de l'école nous disait que parmi les contenus qu'ils envisagent pour les masters, il y a précisément cette idée de rythme, de structure, de morphogénèse. Donc ça, c'est tout à fait intéressant, effectivement. Il y a tout un pan, peut-être le plus intéressant de l'art contemporain, qui n'est pas du tout en réaction contre la connaissance ou la science, mais en dialogue avec la connaissance et la science, en dialogue fructueux, je dirais. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Là, on est en train de changer d'époque. Parce que justement, on n'a pas la connaissance profonde. Tout à fait. Et en même temps, c'est pas expliqué. Tout à fait. Et là, souvent d'un petit mot. Oui, vous avez raison. L'art contemporain est plus exigeant. Et puis surtout, je dirais qu'on souffre on a des repères un peu fluctuants parce que je crois l'art contemporain est extrêmement ambigu, que d'un côté il continue à être une machine de destruction avec des formes parfois très provocatrices, etc. Donc c'est souvent sur cela qu'on braque le projecteur. Et donc ça, c'est une dimension, moi je qualifierais de romantique. C'est le reste de romantisme qui existe dans l'art contemporain, un art critique, un art qui dénonce les horreurs de la société de consommation, du monde contemporain. Il a sans doute sa place, cet art. Mais il y a tout un autre pan de l'art qui ne va pas du tout dans cette direction. Ah ben oui, mais complètement. L'art, est-ce que l'art est là pour juger? Alors là, on a toute une conception qui est lourde, pesante derrière nous. Alors moi j'ai la même vision par rapport aux philosophes, et là je suis en désaccord complet avec quantité de mes contemporains. Est-ce que l'art et la philosophie sont des machines à dénoncer? C'est une vieille vision qui remonte à très loin. Ce sont les intellectuels, leur noblesse c'est de prendre des distances à l'égard de ce qui nous entoure, de réveiller notre esprit critique, de dénoncer les injustices et les horreurs de ce monde. Bon, moi c'est pas du tout ma conception de la philosophie, ça ne l'a jamais été. J'ai la plus grande suspicion pour ceux qui fonctionnent de cette façon-là, mais c'est mon droit, je ne vous demande pas de partager mon goût. Et puis il y a un autre pan alors on a la même chose chez les artistes, donc quantité d'artistes qui considèrent que, etc., c'est la grande mission de l'art. Picasso est génial quand il fait Guernica parce qu'il dénonce l'horreur du fascisme, etc. Donc on a des hommes extraordinaires qui dénoncent les horreurs et les injustices du monde, mais il y a quantité d'artistes qui ne sont pas du tout dans ce registre-là, pas du tout dans ce registre-là. Donc on retrouve la question du jugement qu'on posait tout à l'heure. Quelle est la fonction de l'intelligence, de la philosophie, de l'art, de la science? C'est une fonction de dénonciation qui nous amène à prendre des distances par rapport à un monde que nous jugeons épouvantable, ou est-ce que c'est nous réconcilier en nous élevant? Vous avez raison. Se réconcilier, c'est pas passif, c'est une ascension. C'est une ascension. C'est le chemin le plus difficile. C'est ce que dit Spinoza à la fin. Donc ça, je crois que c'est tout à fait important d'insister sur cette dualité. Donc merci d'avoir fait allusion à l'art. Ça nous a permis de compléter un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Donc voilà pour la proposition 15. Et son Scoli, qui se connaît lui-même, sa démonstration, connaît ses affections clairement et distinctement. Il est joyeux, donc on retrouve la fameuse joie ici, ce critère extraordinaire chez Spinoza.
me réconcilier avec la nature et donc avec moi-même, c'est éprouver ce sentiment très profond, ce sentiment de plénitude que Spinoza appelle la joie et qui ne trompe pas. Hein. On a vraiment cette idée, Mizrahi est un très bon spécialiste de Spinoza, a écrit de magnifiques textes là-dessus, hein, la joie comme un critère, hein, un guide au fond. Hein. Quand vous êtes dans la joie, c'est que vous êtes dans la bonne direction. Hein. C'est que la joie ne peut pas vous tromper. La joie n'est pas le plaisir. Hein. La joie est un sentiment profond qui m'arrache à la tristesse, au rejet, aux passions tristes. Et donc quand elle apparaît, c'est le signe que je suis, je dirais, en train de mieux comprendre le monde, de mieux comprendre ce qui m'entoure et que je vais dans la bonne direction. Donc Spinoza insiste beaucoup là-dessus. Alors on va passer aux propositions 22 et 23. Donc on va s'acheminer vers ce troisième genre de connaissance qui est évoqué dans le scoli de la proposition 20. Vous avez un bon résumé dans ce scoli de la proposition 20. Très rapidement, je le cite. La puissance de l'âme sur ses affections consiste premièrement dans la connaissance des affections. Donc là, on en a parlé tout à l'heure. Hein, il faut d'abord y voir clair. Il faut d'abord identifier ce qui se passe dans mon corps et dans mon âme, psychologie, biologie, etc. Donc, deuxième genre de connaissance. Ça, c'est la première étape de la puissance, la connaissance. Deuxièmement, en ce qu'elle sépare les affections de la pensée d'une cause extérieure que nous imaginons confusément. Donc, deuxième étape, je fais le distinguo, que je ne fais pas dans le premier genre de connaissance, hein, entre ce qui se passe à l'intérieur de moi, qui est un effet, et les réalités qui m'entourent, qui sont distinctes des effets que je ressens, que je perçois en moi-même. Je sépare l'intérieur de l'extérieur. Troisièmement, dans le temps, grâce auquel les affections se rapportant à des choses que nous connaissons surmontent celles qui se rapportent à des connaissances dont nous avons une idée confuse et mutilée, donc tout l'aspect évolutionniste, au fur et à mesure que j'avance dans ma connaissance, hein, les affections deviennent plus transparentes, je les comprends mieux, et du même coup, j'en souffre moins, parce que je les associe à des fictions, et que dorénavant, je suis capable de les identifier, de comprendre qu'elles font partie de la réalité, qu'elles ont leur raison d'être, qu'elles ont leur logique, et je me réconcilie avec elles d'une certaine manière. Quatrièmement, dans le nombre des causes par lesquelles les affections, se rapportant en propriété commune des choses ou à Dieu, sont alimentées. Donc, percevoir parfaitement, le plus parfaitement possible, la chaîne causale. Et enfin, cinquièmement, dans l'ordre enfin où l'âme peut ordonner et enchaîner entre elles ses affections. Donc, c'est toute la libération par la connaissance. Hein, lorsque je brise les habitudes de pensée, les réflexes conditionnels, au fond, c'est bien de cela dont il s'agit, les associations mentales qui prennent de multiples formes, associations qui sont souvent liées à des idées générales, hein, qui passent par la généralisation. Hein. J'ai souffert de la conduite d'une personne aux cheveux roux et je me méfie de tous les roux et de toutes les rousses que je vais rencontrer jusqu'à la fin de mes jours. Bon, donc la généralisation, hein, avec les étiquettes, les généralités qui nous font tant de tort. Bon. Donc tous ces éléments, hein, font que je vais petit à petit me détacher, briser les associations qui étaient de l'ordre de la passivité, et je vais donc identifier les réalités qui m'entourent. Nous concevons facilement par là, donc, un peu plus loin dans nos scolies, ce que peut sur les affections la connaissance claire et distincte, et principalement ce troisième genre de connaissance, dont le principe est la connaissance même de Dieu. Bon, alors ce troisième genre, on le présente souvent comme une sorte de mystique spinoziste impossible à comprendre. Il l'est peut-être, au plus haut degré, mais il y a aussi une façon relativement simple de définir ce troisième genre de connaissance. Encore une fois, dans le deuxième genre, je suis dans la séquence, je suis dans la dissociation. Hein, je sépare les éléments, j'analyse. On n'est pas très très loin, au fond, de ce que Pascal appelait l'esprit de finesse, d'analyse et l'esprit de synthèse. On n'est pas si loin que ça de Pascal. Bon, il n'est pas interdit de rapprocher le troisième genre de Spinoza de l'esprit de synthèse de Blaise Pascal. Donc,
quand j'ai tiré tout le profit que j'ai pu tirer du deuxième genre de connaissances, je m'aperçois que, au fond, on reprend la vieille formule d'Aristote, qui est irremplaçable, il n'y a de science que du général. Bon, je m'aperçois que ce deuxième genre n'atteint pas les réalités singulières. Il raisonne sur des concepts, il raisonne sur des idées générales, il met en formule la réalité. Mais comme ajoutait Aristote, on oublie de citer la seconde partie de sa magnifique phrase, il n'y a d'existence que du singulier. Moi j'existe, vous existez, l'homme n'existe pas. C'est une fiction, c'est un mot. Donc le troisième genre de connaissance, c'est d'abord tout simplement cela. Surmonter, je dirais, le caractère exagérément général, mais il ne peut pas en être autrement. La science ne peut pas fonctionner autrement que de cette façon-là. Il ne s'agit pas de le lui reprocher. C'est sa nature, c'est sa raison d'être, c'est sa méthode. Elle procède par abstraction, par généralisation. Mais une fois que j'ai acquis tout ce que ce troisième genre peut me procurer, ce deuxième genre peut me procurer, je dois me rendre compte que il n'y a autour de moi que des réalités singulières et que moi-même je suis un individu unique, incomparable aux autres d'une certaine manière, et qui fait partie de la totalité. On peut définir aussi simplement que ça le troisième genre de connaissance. C'est une connaissance qui est, alors ça peut paraître paradoxal, mais c'est une idée qui m'est très chère et que j'avais développée dans mon premier livre qui s'appelait L'individu éternel, en référence à Nietzsche, mais quand on sait la proximité entre Nietzsche et Spinoza, on peut l'appliquer à Spinoza. Le paradoxe est le suivant, c'est-à-dire que cette connaissance de l'individualité, qui saisit l'individu en tant qu'individu unique, est en même temps connaissance de la totalité. Il ne faut pas séparer du tout les deux. L'individu, c'est pas ce qui est... Ça, c'est une mauvaise conception de l'individualité. C'est la conception individualiste de l'individu qui a fait tant de dégâts et qui continue à faire tant de dégâts. Voir l'individu comme une entité séparée et hostile en même temps à tous les autres. L'individu est égocentrique, il ne pense qu'à lui, il est horrible. Non, le véritable individu, c'est tout le contraire de ça. Le véritable individu, tel que je l'ai défini avec Spinoza ou avec Nietzsche, c'est au contraire l'individu relié. C'est l'individu qui comprend qu'il est unique, mais il est unique parce qu'il fait partie précisément d'une totalité qui contient quantité d'autres réalités uniques, et que l'ensemble de ces réalités uniques exprime la puissance de la nature, exprime la puissance infinie et la perfection de la nature, et que je suis relié à tout cela. D'abord dans le temps, bien entendu, on tombe les arguments qu'on va retrouver la semaine prochaine, avec l'idée d'éternité, qui est évidemment la plus belle idée de cette dernière partie de l'éthique. Je comprends que je suis le résultat d'une immense chaîne causale, et que tous les éléments qui m'ont précédé ont d'une certaine manière contribué à ma propre apparition. Donc je suis relié temporellement. Mais je suis aussi peut-être relié, et là Spinoza est passionnant si je le rapporte à la physique quantique d'aujourd'hui, à l'inséparabilité chère aux physiciens quantiques. Non seulement je suis relié dans le temps, mais je suis peut-être aussi relié dans l'espace, dans la mesure où l'individu que je suis est peut-être interconnecté à la totalité de l'univers. David Bohm donne une image qui est très belle et très simple. Il est tout à fait génial au niveau des images, ce physicien dont je vous ai dit que c'était mon physicien préféré. Vous imaginez une onde, dit David Bohm, un peu comme quand vous jetez une pierre dans un lac et vous voyez l'onde qui se déploie. Imaginez une onde quelconque. Une onde est infinie. Je veux dire que dans le lac, ça s'arrête parce qu'il y a le bord du lac et qu'ensuite il y a un retour de l'onde. Mais si le lac est infini, ça ne s'arrête jamais. D'accord ? Donc imaginez cette onde à la manière d'un élastique qui se dilate, et qui va mesurer des milliers ou des milliards d'années-lumière. Qu'est-ce que vous êtes obligé de vous dire ? Si, donc, il y a un bout de l'élastique qui passe là devant nous, et l'autre morceau de l'élastique, il est à 3 milliards d'années-lumière de moi. D'accord ? À 3 milliards d'années-lumière de moi, il y a quelqu'un qui coupe l'élastique. Vous en apercevez quand qui coupe l'élastique ? Quand est-ce que vous en apercevez qui coupe l'élastique ? C'est-à-dire quand ? Quand ça redevient tout. Mais non, à l'instant même.
C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la vitesse de la lumière, là, à l'instant même. L'information n'exige pas des années pour arriver, comme la lumière. À l'instant même où l'élastique est coupé, je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Bon, donc David Bohm donne cette image pour nous faire comprendre que tout est en interaction et que les événements qui se déroulent à des milliards d'années-lumière de la Terre, les événements physiques, bien sûr, là on est au niveau physique, mais c'est probablement la même chose au niveau biologique, énergétique, etc. Les événements qui se déroulent à des milliards d'années-lumière de mon corps ont une incidence sur mon corps. Bon. Et moi-même, je produis des effets. Il y a une très belle phrase de Nietzsche dans Le Gai Savoir où il dit « Il faudrait se rendre compte que la moindre de mes actions a des implications à l'infini. » Bon, là aussi, on se rapproche un peu de l'idée de karma, du bouddhisme. Hein, tout ça est profondément relié. Hein. Donc voilà, je crois que c'est intéressant de bien comprendre ça. Donc, je crois qu'il est important de dire que cette connaissance donc de Dieu ou en Dieu, qui est la connaissance même de Dieu, comme dit Spinoza, c'est tout simplement, si j'ose dire, c'est pas si simple que ça, bien entendu, sinon il ne nous aurait pas fallu 2 ans pour arriver jusque-là, mais on peut dire quand même, tout simplement, c'est une connaissance qui, premièrement, est une connaissance de l'individualité par opposition aux généralités du premier genre de connaissance. Deuxièmement, une connaissance au-delà du bien et du mal, bien entendu, mais ça on y est déjà arrivé au deuxième genre de connaissance, hein, où on a un discours objectif qui ne juge pas le réel, qui le décrit tout simplement. Mais on va encore plus loin dans le troisième genre, on s'aperçoit que la réalité est parfaite en un certain sens. Hein. Et puis troisièmement, que cette connaissance de l'individualité n'est pas la connaissance d'une individualité séparée, mais au contraire unie, reliée, imbriqué dans cette totalité, hein, et qui va trouver grâce à cela un sentiment d'éternité, un sentiment de plénitude, que Spinoza appelle la joie ou la béatitude, etc. Je vous écoute. On peut peut-être se poser la question de savoir si entre les deux premiers genres de connaissances, il y a une connexion, et s'il y en a entre le deuxième et le troisième. Parce que finalement, cette notion de nécessité et de déterminisme, est-ce qu'il s'applique au troisième genre de connaissance? Et est-ce que ce troisième genre de connaissance n'accède pas à des choses, à des réalités que les deux autres genres de connaissances ne peuvent pas connaître? Et de ce fait-là, on peut se poser aussi la question de si on n'atteint pas ce que Voltaire appelait le dépouillement, c'est-à-dire cette forme d'accès à des réalités qui sont singulières, comme vous l'avez dit, et qui, à ma connaissance, n'ont jamais été portées à la connaissance des gens. Je veux dire, personne n'a pu dire, en utilisant ce troisième genre de connaissance, la béatitude, qu'il a accédé à des choses dont il peut parler. Et de ce fait-là, cette notion de nécessité de déterminisme peut être mise en cause, il me semble. D'accord. Tout à fait intéressant ce que vous dites. Je pense que dans le troisième genre, et je dirais un petit peu autrement la même chose que vous, hein, je sors du temps, hein, d'une certaine manière. Je sors du temps. C'est pas par hasard si on va trouver la notion d'éternité. Hein. C'est-à-dire, c'est le deuxième genre qui introduit l'intuition du temps, comme dirait Emmanuel Kant, hein, c'est-à-dire qui met les choses dans la temporalité, les unes après les autres, etc. Bon. Au troisième genre, dans la mesure où c'est une connaissance en Dieu, et que Dieu n'est pas immortel mais éternel, c'est-à-dire extratemporel, en dehors du temps, totalement en dehors du temps, effectivement, les choses se passent bien de la façon dont vous l'indiquez. Ce qui rend du même coup, effectivement, difficilement, alors ça c'est un problème de langage extrêmement intéressant, que David Bohm a effleuré et quelques autres aussi. Est-ce que mon langage a une aptitude quelconque à exprimer l'intemporel? Peut-être pas, parce que mon langage lui-même est dans le temps. Mes mots viennent les uns après les autres dans une phrase. Hein. Bon. Est-ce que je peux faire des phrases pour traduire une réalité intemporelle? Ben, c'est une vraie question. Hein. Bon, je peux utiliser la métaphore, peut-être, je peux utiliser la poésie. Bon, il y a des détours possibles, hein, mais je crois qu'on a une question de langage qui est tout à fait essentielle. Hein. Notre langage est temporel. Hein, bon. Alors, David Bohm imagine dans la plénitude de l'univers, mais c'est un délire, hein, et il en est conscient. Il dit, j'imagine ce qu'il appelle un réomode, réo de Reine, hein, coulé, le fleuve d'Héraclite, un réomode, c'est-à-dire j'imagine un langage
qui pourrait exprimer cette réalité quantique que le langage ordinaire, mais c'est un vœu pieux, hein, parce que lui-même ne propose pas le début. Oui, tout à fait. Comme d'Espagnol parle de réel voilé. Et est-ce que c'est ce réel voilé au secteur Rempillé qu'on est capable d'atteindre par ce dépouillement? Voilà, non, ça c'est une très très belle question que vous posez. Moi je pense effectivement que, encore une fois, on peut accompagner par l'entendement Spinoza assez loin dans sa réflexion sur le troisième genre de connaissance, mais on atteint ici un degré, je dirais, effectivement, de dépouillement, j'aime bien votre mot de dépouillement, qui est tel qu'à un moment donné, on vient buter sur une limite langagière et qu'il y a une sorte de renvoi à l'expérience vécue individuelle qui est inévitable. Tout à ce moment-là, c'est inexprimable. Oui, mais alors le tout est inexprimable. Oui, ben on rejoint une dimension d'intemporalité et de plénitude. Alors peut-être que la joie, et c'est pour ça qu'il parlera de l'amour intellectuel de Dieu, peut-être qu'au fond c'est dans la joie. Moi j'ai remplacé le mot joie par le mot plénitude. Je propose de traduire un mot allemand qui est le mot Lust. Alors Lust, c'est un mot un peu plat en allemand, hein. Lust, ça a donné loustique en français, vous imaginez un peu, c'est pas brillant Lust, hein. Lust c'est le... Bon, mais je suis persuadé, et j'en ai apporté une sorte de démonstration, que lorsque Nietzsche dit dans le Zarathustra, Lust, hein, on a traduit, le plaisir veut l'éternité. Mais c'est totalement idiot. Le plaisir veut pas l'éternité. Le plaisir veut l'éternisation. C'est pas du tout pareil. Le plaisir veut que le plaisir se répète et se répète indéfiniment. Ça n'a rien à voir avec l'éternité. Donc moi je propose de traduire la phrase de Nietzsche par la plénitude veut l'éternité. Hein, c'est-à-dire que j'arrive à un moment de plénitude où je sors du temps et je ne veux pas l'immortalité, je ne veux pas la fin du temps. Je me retrouve dans ce qu'un commentateur italien avait magnifiquement, je l'ai cité dans ma thèse, appelle en italien l'attimo immenso, l'instant sans limite. Hein, l'instant sans limite. Très belle expression, je trouve. Bon. Donc, c'est un peu ce que j'ai développé dans mon premier livre sur Nietzsche, en 91, déjà, à 93, pardon, non, 21 ans, c'est terrifiant. Donc, c'est cette idée d'accès à l'éternité qu'on va trouver chez Spinoza. L'idée que, effectivement, par ce troisième genre de connaissance, on perçoit que la façon, y compris scientifique, de décrire le réel par étapes, par séquences, par analyse, par séparation, est imparfaite. C'est une étape, mais c'est une étape qu'il faut dépasser. Hein, et on arrive à une vision beaucoup plus globalisante, beaucoup plus holistique. Bon, la question est celle de savoir effectivement si, et c'est un débat très actuel, hein, aujourd'hui il y a beaucoup de travaux qui paraissent à ce sujet, est-ce que au fond une vision holistique ou systémique aussi, disent certains, peut être exprimée dans un langage? Peut-être pas. Mais on essaye de pousser le discours peut-être au-delà de ce qu'il est capable de donner. Hein, bon. Les orientaux ont peut-être eu plus de sagesse à un moment donné en disant arrêtez de parler et méditez, hein, et c'est chacun qui doit faire son expérience et on n'est plus dans l'ordre du discours et de la transmission par le discours. Hein, bon. Il y a bien ce que Derrida, que j'aime pas beaucoup, mais sur ce plan-là il ne s'est pas trop trompé, appelé un logocentrisme occidental. Un logocentrisme. Hein. Nous sommes des fous du logos, des fous de la parole, nous sommes en train de buter aujourd'hui, parce que précisément nous sommes en train de sortir un petit peu de ces idées d'analyse, nous sommes la physique quantique, etc., la pensée systémique d'Edgar Morin. Bon, il y a de très belles tentatives pour essayer justement d'aller un peu au-delà de ce discours exagérément analytique. On se rend compte de l'imperfection du discours analytique. Bon, mais en même temps, peut-on lui substituer autre chose qui soit rationnel et qui soit communicable? La question, à mon avis, reste ouverte. Hein, elle n'est pas réglée. Bon, alors, Nietzsche est très intéressant là-dessus. Je reviens à Nietzsche, parce qu'il a beaucoup travaillé sur la notion de métaphore. Hein, bon, un des
meilleur livre que je connais sur Nietzsche, à part les miens, c'est celui de Sarah Kaufmann qui s'appelle Nietzsche et la métaphore. Sarah Kaufmann a été une remarquable Nietzschéenne, professeure en Sorbonne, qui a mis fin à ses jours. Alors là, je suis très troublé parce qu'il y a 2 grands Nietzschéens qui ont mis fin à leurs jours, qui sont Gilles Deleuze, qui s'est jeté par son balcon, et Sarah Kaufmann, qui s'est suicidée. Bon, ça me paraît bizarre qu'un Nietzschéen se suicide, mais enfin, tout peut exister. Donc, Sarah Kaufmann, c'était une très grande dame, et elle a écrit un livre superbe qui s'appelle Nietzsche et la métaphore, qui est un des meilleurs livres sur Nietzsche. Donc Nietzsche a travaillé beaucoup cette notion de métaphore. Et c'est peut-être une échappée intéressante. C'est-à-dire que je ne peux peut-être pas dire directement, et Heidegger a repris ça aussi au XXe siècle, je ne peux peut-être pas formuler directement ce sentiment de plénitude ou ce 3e genre de connaissance, mais peut-être puis-je l'exprimer indirectement en utilisant la métaphore, c'est-à-dire le détour poétique, le détour ironique, peut-être même aussi. Donc, il y a peut-être des chemins à l'intérieur du langage qui nous sont ouverts. Et puis, il y a peut-être aussi simplement le fait qu'à un moment donné, il faut accepter la limite du langage et accepter le fait que certaines des expériences les plus fondamentales que nous puissions vivre cessent d'être exprimables et communicables. Alors, évidemment, c'est un peu ennuyeux parce que nous avons, nous, occidentaux, je vous renvoie à un article que j'ai publié sur Ephilo, qui s'appelle « Le monastique et le politique », où je caricature volontairement cette différence un peu entre l'Orient et l'Occident, en disant en Occident, on veut absolument sauver l'humanité entière. Donc Socrate descend sur la place publique et puis il essaye de réveiller les Athéniens. Le sage de l'Orient, il va dans sa grotte de l'Himalaya et puis qui même me suivent. C'est pas lui qui descend dans la plaine. Vous voulez la sagesse, vous le rejoignez. Il fait froid dans sa grotte, mais tant pis pour vous. Vous l'avez voulu. Donc là, il y a une différence énorme entre une volonté universelle de l'Occident qui culminera au moment de la philosophie des Lumières. Je veux sauver l'humanité entière. Je veux faire accéder tous les hommes au plus haut degré de connaissance. On est en train de revenir un peu sur cet idéal, en se demandant s'il est sensé, si c'est pas une utopie, et voire une utopie dangereuse peut-être. Il y a de très beaux débats actuellement sur ce sujet. Et puis une vision un peu plus élitiste, après tout, qu'on trouverait du côté de l'Orient, en disant que, au fond, certains hommes sont peut-être tout à fait à leur place dans le premier genre de connaissance, et que ça n'a pas grand sens de vouloir les en extraire. Laissons-les vivre. Nietzsche aussi, quand il parle de l'aristocratie. Ah oui, il y a toute une réflexion de Nietzsche sur l'aristocratie. Bon, bien entendu. J'ai terminé, je faisais une conférence au Relais Péresque mardi. Je parlais de mon ami Jean-François Mattei, de la crise de la culture, et j'ai conclu en disant que la plus grande urgence, me semble-t-il, philosophique actuelle, ce serait de revisiter entièrement la notion d'égalité. Personne ne le fait. Distinguer égalité et égalitarisme. Qu'est-ce que c'est que... Nietzsche est un passage obligé, mais on peut peut-être aller un peu au-delà de Nietzsche aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'on est égaux? Ça ne veut pas dire qu'on est semblable, ça ne veut pas dire qu'on est indifférenciable. Est-ce qu'on peut conjuguer notre exigence d'égalité avec une vision hiérarchisante et élitiste? Moi, j'en suis persuadé, j'en ai toujours été persuadé. C'est en cela peut-être que je suis nietzschéen, si le mot a un sens. Je ne suis pas sûr qu'il ait un sens. Donc voilà, moi j'aimerais travailler un peu là-dessus, si j'ai la force et le courage. Je crois qu'on est dans l'erreur. Oui, encore. Égalité et équité. Égalité et équité, bien entendu. Donc voilà, je crois que ça c'est tout à fait important, et on a beaucoup de chemin à faire là-dessus. Bon, alors il resterait la 25, 26, 27, 28. Bon, je vous y renvoie, vous les lirez. Elles complètent un petit peu ce que nous venons de dire. Je ne pense pas qu'elles sont décisives par rapport. Donc il s'agit de... Spinoza creuse un petit peu ce qu'il appelle troisième genre, la connaissance en Dieu, l'effort de désir, le désir de connaître les choses par le troisième genre de connaissance, ne peut naître du premier genre mais bien du deuxième. Ça, je crois que vous l'avez tous compris. On a une gradation. Il est certain que tant que je suis dans l'erreur, dans l'illusion, dans l'anthropomorphisme, il n'y a aucune chance que j'accède au troisième genre. Il faut
Le deuxième genre est une sorte de d'étape, je dirais, purificatrice en quelque sorte. Hein. C'est une étape purificatrice dans laquelle je vais me débarrasser de mes illusions, de mes fantasmes, de mes jugements. Donc Spinoza a cette belle idée que la science est un peu une thérapeutique en quelque sorte. Et Nietzsche reprendra complètement cette idée. Hein. Il est très très attaché lui aussi à cette idée. Donc l'idée que, en dehors de ces effets, et peut-être aujourd'hui sommes-nous exagérément, je dirais, braqués sur les effets techniques des sciences. Hein. La science, c'est aussi une médecine, c'est aussi une pédagogie extraordinaire. Hein. C'est un passage obligé pour sortir du premier genre de connaissances, pour briser les habitudes de pensée, parce que, comme dit magnifiquement Descartes, dans la palissade qui est l'une des plus belles jamais prononcées par un philosophe, nous avons été enfants avant que d'être hommes. C'est banal, mais c'est d'une profondeur extraordinaire en même temps. Nous sommes pas nés avec une raison équipée et performante. Hein. On a déliré pendant des années. Ça s'appelle l'enfance. Et donc nous avons été enfants avant d'être hommes, et nous restons enfants d'une certaine manière dans nos regards et dans nos perceptions de la réalité. Donc le deuxième genre est vraiment une purification, hein, une thérapeutique extraordinaire. Hein, et donc Spinoza insiste très, très lourdement là-dessus, plus que ne l'a fait Descartes, qui en avait déjà un peu parlé. Donc le passage par le deuxième genre est un passage obligé, comme Platon pensait que les mathématiques étaient une propédeutique. Hein. Oui, mais sauf que le positivisme d'Auguste Comte, c'est un point d'arrêt, c'est-à-dire, Auguste Comte, c'est quelqu'un qui vous dit, surtout, ne sortons pas du deuxième genre de connaissances, sinon on va se mettre à faire de la métaphysique, on va délirer, on va rechercher du sens. Bon, donc, c'est un blocage sur le deuxième genre, par crainte de la religion, de la métaphysique, etc., etc. Hein, bon. Ah non, du tout. Ah, pas du tout. Alors là, c'est une grande erreur. Nietzsche était passionné de science. Il avait décidé avec son ami chez Auerbach. Et si, mais il avait un bagage scientifique important. Hein, et on en a fait un romantique débridé. Il avait décidé de faire des études de chimie et de biologie à Paris, hein, et ça s'est pas fait, mais enfin, il avait une remarquable connaissance de la physique de son temps, la thermodynamique, il avait tout compris, Darwin, il avait tout compris, parce qu'il a fréquenté Wagner et aimé la musique et l'art wagnérien, on en a fait un romantique échevelé. Non, il admire les Grecs parce qu'ils ont accédé à la connaissance, aux mathématiques, à l'astronomie. Et il est resté très. Non, ça, j'en sais rien. Ça, je sais pas. Probablement. Hein. Si vous voulez dire qu'il est génial, je vais pas vous contrarier. Hein, non. Ouais, non, il y a pas. On saute pas d'étape. Je pense pas. Non, on saute pas d'étape. Mais on peut franchir les étapes un peu, plus rapidement. Hein. Voilà, merci et à la semaine prochaine.